Les Pape Matar Sarr avec un contrat blindé allant jusqu'en 2030. Ouais, un contrat de 9 ans, c'est... C'est dingue, non? Enfin, dans le football moderne, une telle durée, c'est genre l'équivalent de placer un joyau inestimable dans un coffre-fort de la Banque d'Angleterre. L'idée, c'est vraiment de le rendre intouchable. C'est exactement ça, c'est une assurance vie pour le club. Sauf que voilà, aujourd'hui, d'après un article hyper fascinant de WeSport, qui date du 16 avril 2026, ce coffre-fort, il se retrouve à bord d'un navire qui prend l'eau de toutes parts. Et sur la rive, t'as les plus grands cambrioleurs d'Europe qui attendent patiemment leur heure. Bah oui, c'est toujours comme ça quand un club vacille, les gros prédateurs rôdent. Grave. Donc la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette dynamique explosive. On va essayer de comprendre comment la trajectoire fulgurante d'un talent pur percute la crise institutionnelle profonde d'un club historique de Première Ligue. Et surtout, on va voir comment la mécanique impitoyable du mercato, l'aspect financier pur et dur, transforme cette situation en une véritable guerre d'usure. Absolument. Parce que le contraste au cœur de ce dossier, il est saisissant. Ah c'est le paradoxe parfait, quoi. D'un côté, on a cette courbe de progression individuelle qui défie littéralement la gravité, et de l'autre, on a une structure sportive qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Et pour bien comprendre le séisme estival qui s'annonce, parce que ça va secouer, il faut vraiment plonger dans la salle des machines du foot. C'est là que ça devient intéressant, ouais. Là où les fameux contrats à long terme qui sont censés protéger un club à la base, ils peuvent soudainement se transformer en bombes à retardement comptable. Alors, posons d'abord les bases, si tu veux bien, pour bien capter la valeur de ce fameux joyau. Donc, Pape Matar Sarr, il a 23 ans, il est arrivé de Metz en 2021. Un très bon recrutement à l'époque d'ailleurs. Ouais, super flair. Et son ascension dans l'entrejeu des Spurs, c'est pas juste une impression visuelle quand tu regardes le match le dimanche, c'est chiffré. Les stats parlent d'elles-mêmes, oui. L'article nous donne ses stats pour la saison en cours, 23 rencontres de Première Ligue disputées, 2 buts inscrits, 3 passes décisives. Enfin, faut bien mesurer ce que ça implique, non? 23 matchs titulaires à ce niveau-là, c'est énorme. Voilà. Être un régulier au milieu de terrain dans le championnat qui est, disons-le, le plus intense du monde physiquement, à seulement 23 ans, avec un vrai impact direct, on n'est plus du tout dans la catégorie jeune espoir. Non, c'est fini ça. Là, on parle du passage au statut de certitude sportive. Faut bien comprendre que dans l'évaluation d'un joueur aujourd'hui, la régularité, surtout dans un championnat majeur comme l'Angleterre, c'est la donnée qui coûte le plus cher. C'est ce qui fait grimper les prix en flèche. Exactement. Les algorithmes de recrutement des top clubs, ils ne cherchent plus juste le mec qui va te faire un passement de jambes ou une fulgurance technique de temps en temps. Ouais, ils veulent des machines, quoi. Ils traquent le volume de jeu, la capacité à répéter des efforts de très haute intensité, à enchaîner les matchs tous les 3 jours sans se blesser sur une saison entière. Et 23 matchs à ce stade de l'année pour un milieu box-to-box, c'est un sacré gage de fiabilité. C'est un marqueur exceptionnel. Et mathématiquement, ça fait exploser sa valorisation sur le marché des transferts. D'accord, mais justement, pour protéger cette valorisation, il y a ce contrat jusqu'en 2030. Si je me fais l'avocate du diable et que je prends une analogie avec la bourse, c'est un peu comme si Tottenham avait acheté des actions d'une petite start-up tech hyper prometteuse en 2021, donc le FC Metz. Ouais, j'aime bien la comparaison. Et là, cette action, elle surperforme tout le marché et le club détient l'exclusivité totale des dividendes jusqu'en 2030. Sur le papier, c'est le rêve. Oui. Avec un actif pareil, pourquoi est-ce que l'actionnaire principal envisagerait une seule seconde de s'en séparer? La logique, ça serait de construire tout l'avenir de l'entreprise autour de lui, pas de le mettre en vitrine pour le vendre. La comparaison financière est super pertinente, mais elle oublie une variable majeure du football. L'actif en question, c'est un être humain avec des ambitions internationales, et il évolue dans un marché ultra agressif. Donc le joueur a son mot à dire. Bien sûr. L'évolution de Sarr, elle a été beaucoup plus rapide que l'évolution du club de Tottenham en lui-même. Quand un mec franchit un palier de performance aussi net, son entourage, ses agents, ils exigent que le projet sportif du club soit à la hauteur de son nouveau statut. Et c'est là que ça coince. Voilà. Le club, officiellement, il ne veut absolument pas s'en séparer. La direction clame partout qu'elle veut construire autour de lui. Le souci, c'est pas qu'ils veulent vendre, c'est qu'ils vont être dans une incapacité structurelle imminente à le retenir. Ah, on y vient. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans la zone d'ombre de cette histoire. L'article de WeSport met en lumière le contexte actuel dramatique de cette saison 2025-2026, Tottenham étant lisé dans la zone rouge. C'est une vraie catastrophe sportive. Ils luttent pour leur survie.
carrément pour ne pas descendre en deuxième division, le fameux Championship. Mais attends, je vais encore pousser un peu le raisonnement. On connaît tous la réputation des dirigeants de Tottenham, surtout leur président Daniel Levy. Ah, Levy, un sacré personnage. C'est clair. Il est célèbre dans toute l'Europe pour être un négociateur, mais intraitable, genre un mur. Il a déjà bloqué des transferts majeurs par pur principe dans le passé. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne forcerait pas Sarr à rester, même s'il descend dans le Championship, juste pour assurer la remontée l'année d'après ? Parce que l'inflexibilité d'un dirigeant, aussi coriace soit-il, ça ne fonctionne que quand son club est en position de force financière. La relégation, ça change littéralement les lois de la physique comptable. Ah ouais, à ce point-là. L'article mentionne une crainte bien réelle en interne. Faut bien lire entre les lignes. Cette crainte, c'est pas juste l'angoisse de perdre des matchs de foot. C'est la terreur absolue de l'effondrement des revenus. Les fameux droits de télé, j'imagine. Exactement. Descendre en Championship, c'est perdre instantanément l'accès au pactole ahurissant de la Première Ligue. On parle d'une chute de revenus qui dépasse souvent les 100 millions de livres sterling d'une saison à l'autre. C'est un trou béant dans la caisse. Attends, donc ce contrat en béton jusqu'en 2030, il finirait par se retourner contre eux. C'est le piège parfait. Un contrat très long pour un joueur star, ça garantit aussi un salaire astronomique sur la durée. Et oui, tu dois le payer de toute façon. Maintenir un joueur qui a un salaire calibre Ligue des Champions alors que tu as des revenus de deuxième division, c'est un suicide financier. Même avec les parachutes financiers que la Ligue accorde aux clubs relégués. Ça ne compense pas assez. Pas du tout. Le ratio de ta masse salariale par rapport à ton chiffre d'affaires, il explose. Du coup, ce contrat de 2030, qui était censé être le bouclier ultime de Tottenham, il devient une arme redoutable entre les mains des agents du joueur. Oh waouh, c'est machiavélique. Ils savent pertinemment que le club n'aura pas d'autre choix que d'alléger sa masse salariale. Donc le discours officiel de fermeté de Levy, genre « on ne vend pas », c'est juste un énorme écran de fumée. Une posture de négociation. Absolument. C'est indispensable pour éviter que le prix de vente ne s'effondre totalement sur le marché. C'est vertigineux quand on y pense, de voir comment un outil de protection devient un boulet financier. Bon, si le navire prend vraiment l'eau et que Tottenham doit liquider ses meilleurs éléments pour survivre, faut se tourner vers ceux qui ont les moyens de racheter. Et ils sont pas nombreux à ce niveau-là. Justement, l'article ne fait pas dans la demi-mesure. Il cite 3 prédateurs. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le gratin européen, quoi. C'est l'aristocratie absolue. Mais le chiffre qui est balancé dans l'article me laisse un peu perplexe. Ils estiment qu'une offre autour de 50 millions de livres sterling ouvrirait la porte aux discussions. Ouais, 50 millions. Franchement, pour un milieu de 23 ans aussi dominant, qui est chassé par le Real et le Bayern et qui a encore 4 ans de contrat, 50 millions, ça ressemble presque à une braderie, non ? C'est le prix d'un billet de sauvetage dicté par la panique. T'as totalement raison de souligner ça. Mais ce montant de 50 millions, c'est pas un chiffre lancé au hasard. C'est un point d'équilibre hyper précis qui est dicté par la situation comptable. Explique-moi ça, parce que là, je bloque. Il faut regarder ça à travers le prisme de l'amortissement. Sarr, il a été acheté en 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, une grande partie de son indemnité de transfert initial a déjà été amortie. Elle a été effacée dans les livres de compte de Tottenham. Ah, ok. Donc tout ce qui rentre au-dessus, c'est du bonus. Exactement. Le vendre 50 millions aujourd'hui, ça représenterait une plus-value nette, comptable, immédiate et massive. Pour un club qui est au bord du gouffre et qui risque de perdre ses droits télé, cette injection d'argent frais, c'est une question de survie vis-à-vis des règles du fair play financier. D'accord, l'opération permet de boucher les trous de la coque en urgence. Mais pourquoi ces 3 clubs en particulier ? Enfin, il y a d'autres clubs super riches en Europe qui pourraient mettre 50 millions. Parce que le ciblage technique des très grands clubs, il est devenu d'une précision chirurgicale. Le Real, le PSG, le Bayern, ils sont tous dans une phase de transition générationnelle au milieu de terrain. Ils cherchent la relève de leurs vétérans. Voilà. Et ils ne veulent pas juste empiler des bons joueurs. Ils cherchent ce que les data analystes appellent des profils de progression du ballon, par la passe ou le dribble, et de récupération haute. Sarr, il coche toutes ces cases algorithmiques. C'est le profil parfait. C'est la perle rare. Et d'ailleurs, l'article précise bien qu'il y a déjà eu des approches informelles. Attends. C'est un point sur lequel on voit s'arrêter. Comment ça marche concrètement, ces fameuses approches informelles ? Parce que j'imagine mal le président du Real Madrid envoyer un mail direct à Tottenham en mode « Salut, on sait que vous allez couler, on vous prend Sarr pour 50 millions. » Non, ça ne se passe absolument pas comme ça. Ça créerait un incident diplomatique. Bah oui. Le marché, il est régi par une armée d'intermédiaires. Une approche informelle par définition, ça ne laisse aucune trace écrite ou officielle.
Le but, c'est de ne surtout pas froisser ou braquer un type comme Daniel Levy. Donc ça passe par qui? Ça prend souvent la forme de discussions discrètes. Des agents mandatés par le PSG ou le Bayern vont prendre un café dans un grand hôtel londonien avec l'entourage direct du joueur. Loin de la direction du club, évidemment. Très loin. L'objectif, il est double. D'abord, on s'assure que le gamin est réceptif au projet, qu'il a envie de venir, et ensuite, on sonde indirectement les exigences de Tottenham pour définir une fourchette de prix acceptable. Sans jamais faire d'offre formelle. Voilà. Les cadors, ils avancent leurs pions dans l'ombre. Ils encerclent la proie bien avant l'ouverture officielle du mercato estival. Ils attendent juste que la relégation mathématique de Tottenham soit actée pour déclencher, boum, la clause d'urgence. Waouh! C'est un jeu d'échecs complètement impitoyable, joué avec des dizaines de millions, des contrats cryptiques. Mais au beau milieu de ce champ de bataille, on oublie une variable hyper importante, c'est la variable humaine. Pape Matar Sarr lui-même. Exactement. Et là-dessus, l'article de WeWoo Sport fait un recadrage assez étonnant sur son état d'esprit. Parce que malgré tout ce bruit, la pression du réel, l'ombre de la relégation, le joueur, lui, il ne manifeste actuellement aucune volonté de départ. Il reste de marbre. C'est ça. Il reste silencieux, il est focus à 100% sur sa fin de saison et sur l'opération maintien avec les Spurs. Mais comment, à 23 ans, tu arrives à compartimenter une telle pression psychologique sans que ton niveau sur le terrain ne s'effondre? C'est surhumain? C'est là qu'on voit la différence entre un très bon joueur et un top joueur mondial. Cette capacité à compartimenter, c'est pas juste un trait de caractère inné, c'est aussi le résultat d'un encadrement qui est ultra professionnalisé. Ils ne sont pas tout seuls face à ça. Jamais. Ces mecs-là évoluent dans une véritable bulle. Leurs agents, les conseillers en com, parfois même des psys du sport, leur boulot à plein temps, c'est d'absorber toute cette onde de choc médiatique. Pour faire tampon, en fait. C'est exactement le mot. Il l'isole pour que son seul et unique point de concentration, ce soit le rectangle vert le week-end. D'accord. Mais au-delà de cette bulle protectrice, est-ce que cette attitude hyper stoïque, ce côté « je ne dis rien, je bosse », c'est pas aussi, paradoxalement, la meilleure stratégie de com possible pour séduire ses futurs clubs? Ah bah, tu mets le doigt sur un truc fondamental. Le mécanisme est très subtil. Aujourd'hui, l'évaluation mentale, la psychologie d'un joueur, ça pèse aussi lourd que ses kilomètres parcourus ou ses passes clés. Surtout pour un club comme le Real Madrid. Surtout. Quand le Real ou le Bayern achètent un joueur, ils achètent aussi sa capacité à ne pas craquer sous une pression thermonucléaire. Parce que la pression chez eux est constante. Tous les jours. Donc si, là, en pleine tempête à Tottenham, le joueur commençait à paniquer, à sécher les entraînements ou à faire des petites phrases dans la presse pour forcer son départ, ça ferait mauvais genre. Ça allumerait direct un gyrophare rouge dans les bureaux des recruteurs. Ils se diraient « Attends, s'il disjoncte sous la pression dans un club londonien, comment il va survivre à l'exigence dingue et aux médias madrilènes ?» Ah ouais, c'est tellement logique. Donc son silence, c'est littéralement son audition ultime. C'est la meilleure réponse qu'il puisse donner. En se battant à fond sur le terrain pour sauver un navire qui semble condamné, il prouve sa maturité et il valide son ticket d'entrée pour l'élite. L'article est d'ailleurs catégorique là-dessus pour conclure, son avenir va inévitablement être le dossier chaud de l'été. C'est une certitude, il n'y a plus d'échappatoire possible. Les forces structurelles en présence, elles rendent la collision inévitable. L'étau se resserre. On a vraiment l'alignement des planètes parfait pour un transfert record. La valorisation du joueur est au top, la vulnérabilité du club vendeur est totale, et l'appétit des superpuissances, il est ciblé et insatiable. Le transfert, c'est la seule soupape pour relâcher la pression de ce système. Ce qui m'amène vraiment à prendre un peu de hauteur sur toute cette affaire. Si on résume la situation, on a un gamin talentueux qui devient indispensable, on a un contrat Crasson en béton qui devait le protéger jusqu'en 2030, mais qui se mute en urgence comptable à cause du gouffre financier de la relégation. Et autour de ça, cette fameuse toile d'araignée d'agents qui prépare des chèques de 50 millions prêts à être dégainés à la seconde où le club s'effondre. C'est fou. C'est la radiographie parfaite du cynisme du foot de haut niveau. Le malheur des uns fait les affaires des autres. La crise est convertie en opportunité d'acquisition en temps réel. Et franchement, ça pousse à une dernière réflexion, beaucoup plus globale. Quand on voit comment la détresse d'une institution historique de la Première Ligue se transforme instantanément en terrain de chasse privé pour le Real, le Bayern ou le PSG, ça pose question sur la nature même du marché. Sur l'écosystème entier, ouais. Est-ce que ce fameux mercato, au bout du compte, c'est pas juste un vaste système prédateur? Un système où l'hyper-élite européenne se nourrit méthodiquement et systématiquement des crises des autres pour s'assurer que l'ordre établi ne change absolument jamais? C'est une question qui fâche, mais qui est totalement légitime.
C'est clair, ça donne matière à réflexion en tout cas. Et on laissera ça en suspens en attendant de voir comment les prochains mois vont sceller le destin de ce jeune talent. La suite va se jouer sur les pelouses bien sûr, mais surtout dans le feutré des bureaux londoniens. C'est tout pour cette plongée dans les rouages du mercato.